Bonjour et bienvenue, je me présente François Rousselot pour auconcours.com. Je vais vous faire la correction du sujet 0 2018 du concours puissance alpha en chimie. Alors avant tout, rapidement, je vais vous présenter ce concours. Il vient de changer, il est tout nouveau dans cette nouvelle présentation, donc je vous invite à ne pas hésiter à aller souvent voir sur le site de l'école pour vérifier s'il y a des nouvelles informations. Ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est que vous allez avoir des exercices avec plusieurs possibilités, enfin plusieurs affirmations A, B, C, D. Et pour chaque affirmation, il va falloir nous indiquer si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc ça, c'est la grande manière de procéder chez puissance 11 alpha. Certes, le concours a changé, mais il semblerait que les annales des années 2013, 2014, 2015, 2016 du concours puissance 11 puissent correspondre à votre entraînement. Donc n'hésitez pas à télécharger les annales et à essayer de les faire. Comme pour la physique, les quelques indications, premièrement, vous n'avez pas de calculatrice, donc ça vous implique de bien connaître votre cours, et par moment, vous le verrez, même si c'est un peu plus dur des fois en physique, mais en chimie, il y a quelques petits calculs, ça vous implique d'être à l'aise avec les calculs. Donc n'hésitez pas à revoir un tout petit peu ce qui est calcul mental, ça paraît bête comme ça, on se dit, oh, je suis en terminale S, il n'y a pas de souci, ou bien je suis en terminale, sauf que des fois, les petits calculs peuvent on peut avoir des erreurs et donc générer des points négatifs. Aussi, n'hésitez pas à remplir votre sujet au fur et à mesure, plutôt que de laisser ça sur une feuille à part. Remplissez bien la feuille réponse au fur et à mesure, de sorte à être sûr de pouvoir rendre la feuille avec les réponses bien indiquées. On va commencer. Vous pouvez aussi aller voir sur la correction du sujet en physique qui a été faite tout à l'heure, sur les quelques astuces que j'ai pu donner. N'hésitez pas à croiser des informations sur ces deux concours. Nous allons attaquer avec l'exercice 1, donc du sujet 0 2018 de puissance alpha chimie. Exercice 1. Deux longueurs d'onde sur 3 correspondent à un maximum d'absorption appartenant à l'infrarouge. Alors là, c'est assez rapide. On va voir qu'il y a des réponses plutôt rapides. Il faut en profiter, le temps est assez court. L'infrarouge, c'est supérieur à 800 nanomètres. Ici, on est tout inférieur à 550 nanomètres, donc c'est faux. La B. La solution alcoolique d'éosine est de couleur cyan. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'elle absorbe au maximum à 500 nanomètres. Ce 500 nanomètres correspond à une couleur cyan, effectivement. Mais là où elle absorbe le maximum, c'est la couleur, entre guillemets, complémentaire. Donc la solution, elle est de couleur rouge. Donc c'est faux. Petit c. À lambda égale 500 nanomètres, une solution alcoolique d'éosine de concentration molaire C' est égale à 1 10 puissance moins 4 mol par litre a une absorbance A' est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va faire un raisonnement. Si jamais mon absorbance est 2 fois plus importante, hein, alors pourquoi je vous marque si l'absorbance fois 2? Parce que tout simplement, on dit que c'est une absorbance est égale à 1. Or, moi, dans ma solution précédente, j'avais une absorbance à 0,5. Donc, pour passer de 0,5 à 1, c'est pas très compliqué, je multiplie par 2. Donc, si mon absorbance est multipliée par 2, alors, c'est la loi de Berlambert, la concentration est multipliée par 2. Du coup, dans ce cas-là, la concentration serait égale à 2 10-5 mol par litre. Donc, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que lui me propose 10 puissance moins 4. Non, c'est 2 10 moins 5. Petit d. La transmittance est une grandeur qui aurait pu être utilisée à la place de l'absorbance. Tout à fait. La transmittance et l'absorbance sont totalement liées, donc on peut utiliser la transmittance ou l'absorbance. Naturellement, le graphique, les données n'auraient pas été exactement les mêmes, mais on aurait pu largement utiliser la transmittance. Exercice 2. Je vous laisse en prendre connaissance. La courbe d'étalonnage a été faite à une longueur d'onde de lambda max est égale à 395 nanomètres. Alors, c'est bien vrai, on le voit sur la figure 1. On fait la courbe d'étalonnage là où cela correspond à un maximum d'absorbance. Sur la figure 1, on se rend bien compte que lambda max est égal à 395 nanomètres. C'est la largeur L de la cuve du spectroscope double, la valeur du coefficient directeur de la courbe d'étalonnage double. Alors,
C'est vrai. Hein. On sait qu'on a la loi de Bernoulli, et puis qu'on a le coefficient directeur. Il est lié à epsilon L. D'accord? Donc, si jamais L est multiplié par 2, le coefficient directeur est multiplié par 2. C'est vrai. Petit c. Le spectre UV visible d'une solution de la molécule B non présentée, alors le spectre n'est pas représenté, d'accord, montre un pic correspondant à un maximum d'absorption à 460 nanomètres. Alors, quelle différence on peut remarquer entre la molécule A et la molécule B? La grosse différence, c'est que sur B, il y a moins de double liaison, moins de double liaison carbone-carbone. Si jamais on a moins de double liaison carbone-carbone, donc le pic d'absorption, il va être plus faible. Et non pas plus fort, hein, comme indiqué, donc c'est faux. La concentration de la solution L0 est égale à 2,7 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors, on va regarder ça. Si jamais on a l'absorbance est égale à 0,6, d'après la figure 2, si l'absorbance est égale à 0,6, je regarde graphiquement, ça donne une concentration de S1, alors c'est vraiment approximatif, hein, c'est une lecture graphique, hein, qui est environ égale à 27 micromoles par litre. Cette solution, elle a été diluée 10 fois. Donc la solution S1 initiale serait environ égale à 270 micromoles par litre. Vu que la solution utilisée a été diluée 10 fois. Hein, donc la solution initiale a une concentration 10 fois plus importante. Donc c'est bien vrai. Initiale ici. Hein. Exercice 3. Je vous laisse le découvrir. Sur le document 2, la bande B a une absorption plus élevée que la bande A. Alors, sur le document 2, la bande B a une absorption plus élevée que la bande A. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la transmittance de A est plus importante, plus faible. La transmittance étant plus faible, si la transmittance est plus faible, ça implique une absorption plus élevée. Donc ici, B, il y a bien une absorption plus élevée que A. Donc c'est vrai. Tous ces spectres sont réalisés à des longueurs d'onde appartenant au domaine des infrarouges. C'est bien vrai, c'est le principe. On peut aussi s'amuser entre guillemets, hein, si c'est un jeu par rapport aux unités. On voit que notamment c'est aux alentours de 300 waves, de 3000 waves par centimètre. À partir de là, on peut retrouver la longueur d'onde, mais on ne va pas s'embêter là-dessus, on le sait. Une valeur approchée du nombre d'ondes wave number de l'absorption relative à C double liaison O vaut 3000 cm-1. Alors ici, ça c'est du court. C'est faux. C double liaison O, c'est plutôt vers 1700 cm-1. Donc c'est faux. Parmi les deux espèces chimiques, il y a deux isomères. Alors, les isomères, je vous rappelle que ce sont même formules brutes, mais formules développées différentes. Alors, est-ce qu'on a bien des isomères? Notamment 2 et 3. On se rend compte qu'on est entre 2 et 3, on est sur la même formule brute. Et les formules développées différentes. Donc, c'est bien. Ouais. Exercice 4.
Alors, l'exercice 4, la formule du terpinéol est de C10H19O. En réalité, c'est C10H18O. Alors, c'est un des grands pièges. Hein. Au tout début, la première fois que j'ai fait en 2004 un sujet, que j'ai corrigé un sujet, je me disais que les différences seraient notables. Et non, ils sont souvent sur des petits détails. C'est bien H18 et pas H19. Hein. Donc, c'est bien faux. C'est valable aussi des fois sur les masses molaires. Ils s'en amusent. Ils peuvent vous proposer des masses molaires à 81 grammes par mol alors que c'est 82. C'est faux. Hein. Ici, il faut vraiment que ce soit exactement ça. Donc, on compte correctement les carbones qui vont bien et les carbones qui vont et surtout les hydrogènes qui vont bien. Et on trouve C10H18O. Le B. Le terpinéol est un acide aminé. Mais, comme son nom l'indique, si c'était un acide aminé, il faudrait une amine. Ici, je n'ai pas, donc c'est faux. Le terpinéol possède un carbone asymétrique. Alors, tout à fait, il possède un carbone asymétrique. Je vais juste le zoomer. Allez, je vais quand même prendre le temps rapidement de vous faire la molécule en entier. Voilà. Tac, tac, tac. Le carbone ici présent, même si c'est cyclique, hein, il ne voit pas les mêmes choses de chaque côté, le carbone ici présent est bien relié à 4 éléments différents et il est asymétrique. Donc, c'est bien vrai. Le spectre ci-dessous est compatible avec une formule du terpinéol. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il nous manque la liaison caractéristique C double liaison C vers 1600. Donc c'est faux. Exercice 5, je vous laisse en prendre connaissance. Alors ici, c'est un peu des sujets autour du spectre RMN. Tout simplement, c'est beaucoup de questions de cours, entre guillemets, assez simple. Et il y a 7 groupes d'atomes d'hydrogène équivalents dans la molécule. C'est faux. Hein. Il y a 2 groupes de pics, donc il y en a 2, donc c'est faux. Le signal situé à 2,93 ppm est un quintuplet. Alors, à 2,93, on se rend compte qu'il y a 4 pics, donc c'est un quadruplet. Donc c'est faux à nouveau. Les protons du signal situé à 1,24 ppm sont voisins de 2 protons. Alors, j'ai 3 pics. Ça implique 2 voisins. 2 protons voisins. Donc c'est vrai. La formule du semi-développé de la molécule CH3. CO, CH2, Br. Alors, la formule semi-développée de la molécule étudiée est, CH3, CH2, CO, CH2Br. Non, c'est faux. Rien ne pourrait rentrer vis-à-vis des protons et des voisins, des protons voisins, etc. Donc, c'est totalement faux. On n'aurait pas du tout ce spectre-là. On est beaucoup plus caractéristique là, dans ce qui nous est donné, hein, de quelque chose qui serait sous la forme CH2, CH3. J'en profite pendant que j'y pense. Hein. Ce n'est pas, parce que là on était quasiment sur un 4 fois faux, hein, alors faux, faux, vrai, faux. Il n'y a pas de règle, hein, ça peut être faux, vrai, vrai, faux, ça peut être tout faux, ça peut être tout vrai. Il n'y a aucune règle. Hein. Ne tombez pas dans une genre de systématisme à vous dire, ah ben, les 3 premiers étaient faux, la dernière est forcément vraie. Non, certainement pas. Hein. Ça peut être tout faux, tout vrai, ou bien alterné, etc. Nous allons faire l'exercice 6, je vous laisse le découvrir. Alors, c'est pareil, alors c'est les mêmes genres de questions que précédemment, ça va aller assez vite du coup. On voit qu'il y a 3 entre guillemets paquets, donc il y a 3 groupes de protons équivalents. Ben, c'est bien vrai. Le signal de déplacement à 1,7 ppm correspond à des protons possédant 6 voisins. Alors on regarde sur 1,7, alors on fait attention à avoir quelque chose de bien propre, bien lisible. On fait bien attention, il n'y a pas 4 pics, mais il y a bien 6 pics. D'accord? Donc à 1,7, il y a 6 pics. 6 pics, ça implique 5 voisins. Il m'en proposait 6, donc c'est faux.
Les protons situés sur le carbone voisin de l'atome de brome génèrent le signal de déplacement à 3,5 ppm. Alors, on a la molécule hein, qui va être sous la forme suivante. CH3, CH2, CH2, Br. Voilà. La molécule va être sous cette forme-là, d'après, en analysant le spectre, hein, on va en arriver là. Donc, tout simplement, je vous fais de manière un peu aléatoire. Hein. Vous m'excuserez. Le graphique, tac, 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 tac. Voilà, au moins, je pense que là, vous pouvez comprendre, sans problème. Donc, on fait une analyse assez rapide. Celui-ci, il a 5 voisins, donc celui-ci va correspondre à ça, d'accord? Celui-ci, il a 2 voisins, et ces 2 voisins, en plus, sont placés sur un brome, donc il va correspondre à celui-ci, et celui-ci qui a 2 voisins, il est placé sur un carbone, va correspondre à celui-ci. Donc à 1,7, pardon, on nous demande, pardon, 1,7 c'était la question précédente, pardon, on nous demande si celui voisin du brome c'est à 3,5. Oui, on voit bien que celui voisin du brome c'est bien à 3,5, donc la réponse C, c'est vrai. L'AD est très facile, enfin elle n'a rien à voir avec le sujet. La molécule est du 1-bromobutane. Butane, ça voudrait dire qu'on aurait 4 carbones, j'en ai 3, c'est pas ça, c'est du 1-bromopropane. Exercice 7. Pareil, je vous laisse le temps de le lire, de le découvrir. Eh bien, c'est parti sur l'exercice 7. Donc, les ions iodure I- réagissent avec le peroxodisulfate. Pardon. Exercice 7. Question 1. Si la température augmente, la valeur de l'avancement maximal sera déplacée. Non, ça c'est du cours, hein, vous le savez. C'est une des notions les plus importantes. La température est un facteur cinétique, mais ne change pas la valeur d'état final. Donc, ne change pas la valeur de l'avancement. Donc, ça va juste permettre d'y arriver plus rapidement, mais pas en tout cas de changer les valeurs. Pour obtenir à l'instant t égale 10 minutes un avancement égal à 0,015 mol, on peut utiliser un catalyseur. Alors, c'est pas tant la deuxième partie de la phrase qui est fausse, mais tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que j'ai un avancement maximal qui est au grand maximum, hein, d'après ce que je peux avoir, il va être mon avancement maximal va être de 0,0005 mol. D'où je tiens cette information-là? Tout simplement, je sais que C est égal à N sur V. D'accord? J'ai C, j'ai V, je trouve N. N est égal à C fois V. C'est donc égal à 5 10 moins 3 fois le volume qui est de 10 millilitres. Fois 10 10 moins 3. Donc ça fait du 50 10 moins 6. Donc au maximum, la quantité de matière sera de 50 micromoles. Ce qui semble bien correspondre d'ailleurs à mon schéma ici présent. Donc jamais on pourra avoir un avancement égal à 0,015 mol, étant donné qu'on serait complètement en dehors du limitant. C'est pas possible, on est complètement en dehors du limitant. 0,015 mol paraît aberrant par rapport à ce que j'avais en quantité. Donc jamais je l'atteindrai, catalyseur ou pas. J'ai envie de dire, la question ne se pose pas sur la question du catalyseur, c'est tout simplement qu'il fallait faire le calcul, vérifier que c'était bien envisageable. Le temps de demi-réaction est égal à environ 5 minutes. Alors on fait toujours attention, hein, ce temps de demi-réaction correspond à quoi? Il correspond à l'avancement maximal sur 2. Alors pardon, du coup ici je n'ai pas noté, hein, mais c'est faux. Donc le temps de demi-réaction c'est l'avancement maximal sur 2. Souvent il vous donne des avancements incomplets ou bien des courbes pas finies. Donc on part toujours de l'avancement maximal sur 2, donc ça correspond à 25 micromoles ici. Et pour 25 micromoles, le temps est environ de 10 minutes. Voilà. Donc, c'est faux.
À l'instant T égale 20 minutes, la quantité de matière restante en ion pérodisulfate est environ égale à 12 micromoles. Alors, on va regarder ça. Petit dé. La quantité restante, c'est égal à la quantité initiale moins la quantité consommée. Si vous préférez, moins l'avancement. D'accord? Ça sera plus propre ainsi. La quantité initiale, on l'a vu tout à l'heure, je le réécris rapidement, c'est le volume fois la concentration, donc 10-10-3 10 millilitres, hein, fois la concentration de 5-10-3, hein, qui est quand même une concentration relativement faible. Et on peut regarder graphiquement, en 20 minutes, en faisant une lecture graphique, on trouve qu'on a environ un avancement de 40 micromoles. On ne sait pas voir, c'est des micromoles. Donc, moins 40, 10 puissance moins 6. Ça fait donc un 50, 10 moins 6, moins 40, 10 moins 6. Je retrouve donc un 10, 10 moins 6 mol. Voilà, là c'est un peu gênant, c'est vrai que du coup c'est vraiment l'environ et on se remarque bien qu'entre 10, 10 moins 6 et 12, 10 moins 6 mol, vu qu'on est vraiment sur la lecture graphique, effectivement on est très proche, donc la réponse est bien vraie. C'est vraiment, moi j'ai dit 40 parce que c'est visuellement, mais en réalité c'est vraiment, on peaufine, on est plutôt sur du 38. Et du coup, on trouve bien le fameux 12, 10 moins 6. Soignez bien vos lectures graphiques, hein, c'est jamais évident. Autant tout à l'heure je vous ai dit qu'ils étaient intransigeants sur les valeurs pour les masses molaires, etc. Quand il n'y a pas de discussion possible. Lorsqu'il s'agit de lecture graphique, les différences sont notables. D'accord? Donc n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous faire des pièges à un près. On ne peut pas exiger de vous une lecture graphique parfaite, parce que de toute façon, par définition, la lecture graphique est entre guillemets imparfaite. Continuons sur l'exercice 8. Alors, comme tout à l'heure, alors là, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, là, sur ce genre de choses, on vous attend avec une couverture, enfin, il n'y a pas de, on n'est pas à un près, hein, il faut vraiment que ça soit parfait. Donc, la molécule A, c'est du C5H11O. Non, faux, c'est du C5H12O. D'accord? Donc, c'est faux. Voilà. La molécule B est un isomère de A. Ben oui, c'est bien vrai. Une formule brune et une formule semi-développée différentes. La molécule A ne possède pas de diastéréoisomère. C'est vrai aussi. Et la molécule A n'a que 2 conformères. C'est faux. En fait, autour d'une liaison carbone-carbone, elle peut tourner un nombre de fois conséquent. Donc, il y a plein de conformères possibles. Donc, il n'y en a pas que 2. Hop, ici c'est pas B, mais B. Vous l'aurez corrigé par vous-même. Exercice 9. La masse molaire ionique de la forme A est égale à 268 grammes par mol. Alors, la forme 1, là, il faut... Alors, c'est un peu long, mais ça vaut le coup parce que c'est quand même des points facilement gagnés. Il suffit de compter. On arrive à la molécule qui fait C15, H14, O2, N3. Bon, ça fait déjà une bonne molécule. Hein? C15, H14, O2, N3. Du coup, ici... Les masses molaires, ne soyez pas inquiets si vous ne les connaissez pas, elles sont données toujours au tout début du sujet, pensez-y. Donc vous les retrouvez au début du sujet, et en faisant le calcul, on trouve bien 268 grammes par mol. Donc la masse molaire de cette grosse molécule, c'est bien 268 grammes par mol. Rappelez-vous, hein, c'est donné au tout début du sujet, à la première page de votre sujet, ici même. Donc n'hésitez pas à monter au début de ce sujet. Lorsque la forme 2 est prépondérante, la solution a une teinte jaune. Alors, on va le lire tranquillement, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on remarque entre la forme 2 et la forme 1? Il semblerait que la forme 2 soit la forme... Elle correspond à la forme acide.
Ben oui, tout simplement, la forme 2 a un H supplémentaire par rapport à la forme 1, donc c'est la forme acide. Donc, d'après ce qui m'a marqué tout simplement dans le texte, en milieu acide, la teinte, elle est rouge. Donc, ce sera rouge. Donc, c'est faux. Je n'ai pas précisé, mais comme j'ai dit plusieurs fois à l'oral, en A, c'est vrai. Petit c, la forme 1 absorbe essentiellement dans le bleu. Donc, la forme 1, c'est la forme basique. Elle est donc jaune. Donc, la forme 1, elle est jaune, parce que c'est la forme basique. Donc, elle absorbe dans le bleu. Donc, c'est vrai. La question D, elle n'est pas très difficile, mais elle demande de faire appel à une formule que trop souvent les étudiants ont tendance à oublier, qui est pourtant une formule très importante sur le cours de pH. Tout simplement, je vais partir, une fois qu'on l'a, vous allez voir que c'est assez facile. Je pars de la formule que vous devez connaître qui est normalement que pH est égal à pK plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Rapporté à mon exercice, ça veut dire que c'est égal, alors je vais l'écrire, c'est entre nous, quoi qu'il écrive pareil, donc ça peut, il n'y a pas de souci, on ne va pas s'en formaliser. La base, on a dit que c'était la forme 1, donc on va l'écrire ainsi, forme 1, voilà, sur la forme d'acide, forme 2, voilà. Forme 1, alors je vais être obligé de partir soit de celle de gauche, soit de celle de droite. Je vais partir de ce qu'ils me disent. Ils me proposent que forme 2 sur forme 1 est égal à 1 sur 10. Donc forme 1 sur forme 2, c'est égal à 10. C'est l'inverse. Donc ça fait donc pK plus log de 10. Log de 10, log de 10 puissance A. Il faut que vous soyez au point là-dessus. C'est égal à A. Donc là, c'est 10 puissance, entre guillemets, sous-entendu, 10 puissance 1. pKa est de 5,2. Donc ça fait 5,2 plus 1. Donc ça fait 6,2. Donc c'est faux. Parce qu'il proposait 4,2. On pouvait partir de log au choix. En plus, là, je ne me formalise pas sur ce genre de choses. On est à la question D. Et comme je vous ai dit, à la question D, soit vous utilisez les données d'exercice dans un sens ou dans l'autre, ou bien vous utilisez la phrase apportée. Le tout, c'est de voir si elle marche ou non. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé la phrase apportée. Elle ne marche pas. Il y a une incohérence dans la phrase. Exercice 10, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, exercice 10, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses de cours qui vont vous être des, même entre guillemets astuces. C'est pas vraiment des astuces, c'est des connaissances de cours, mais qui peuvent vous être vraiment utiles. La première, la valeur du pK du couple auquel appartient l'acide ascorbique est voisine de 4. Et en fait, si vous ne le savez pas, c'est important de le savoir, le pK, c'est aussi égal au pH à la demi-équivalence. La demi-équivalence, en fait, la demi-équivalence, c'est pour Vec sur 2. Or, on se rend compte que le pH pour Vx sur 2, donc pour 6, parce qu'on voit une équivalence à environ 12, pH, pardon, on va le noter ici, V équivalent est environ égal à 12, pour l'instant on ne se formalise pas, mais c'est bien, ça nous permet de bien le voir. Donc le volume à la demi-équivalence est égal à 6 ml. Et à ce moment-là, le pH pour 6 ml, graphiquement, je dis que le pH est égal à 4. Donc, pK est égal à 4. Donc voisine de 4, donc c'est vrai. Petit v, même principe. Ici c'est du cours. L'acide ascorbique est un acide fort. Eh bien non, parce que si jamais c'était un acide fort, on devrait avoir le pH à l'équivalence égal à 7. C'est pas le cas, donc c'est faux. La connaissance du cours me permet d'aller assez vite dans ma démarche. Un comprimé contient plus de 250 mg de vitamine C. Alors là, on va regarder. Avant d'attaquer, c'est un exercice. Il est un peu long celui-là, entre guillemets. Et clairement, c'est les genres de questions où vous tend plein de petits pièges. Et
clairement, on va faire un peu le tri entre les étudiants. Encore une fois, c'est un concours. Il n'y a pas l'état d'âme, on ne vous connaît pas encore. Donc, le but du jeu, c'est tout simplement de classer les étudiants. Là, c'est une question pour faire un peu le tri. On va regarder ça très tranquillement. Un comprimé contient plus de 250 grammes de vitamine C. Alors, comment on va s'en sortir? Tout simplement, ce qu'on peut savoir, c'est que la concentration d'acide ascorbique fois le volume d'acide ascorbique est égal à la concentration fois le volume équivalent. Hein, c'est un dosage, on sait ça. J'ai donc ma concentration d'acide ascorbique est égale à la concentration du dosage, c'est 10-2. Le volume équivalent, on l'a vu ensemble, c'est 12 10-3. Et le volume d'acide ascorbique, il est de 10 ml. Donc, j'ai une concentration d'acide ascorbique qui est égale à 12 10-3 mol par litre. Ça, c'est la concentration d'acide ascorbique. Maintenant, il va falloir ramener ça à ce qui m'a été donné. J'avais combien au démarrage? J'avais dilué ça dans combien? J'avais dilué tout ça dans une fiole jaugée de 100 ml. Très bien. Donc, la quantité d'acide ascorbique, on va dire dans la fiole, hein, pour l'instant, histoire de vraiment être clair, c'est quoi? Ben, on sait que C est égal à N sur V, donc on sait que, hein, je le note ici, pour celui pour qui ça ne sera pas clair, on sait que C est égal à N sur V, donc on sait que N est égal à C fois V, d'accord? Donc c'est C fois le volume. Ma fiole jaugée, elle faisait 100 ml, et ma concentration, on vient de la trouver, donc 12 10-3 fois 100 10-3. D'accord? Ça fait donc 1,2 10 puissance moins 3 mol. Donc la quantité d'acide ascorbique de ma fiole est de 1,2 fois 10 puissance moins 3 mol. Pour réaliser tout cela, j'ai utilisé un comprimé que j'ai coupé en deux. Donc la quantité de matière dans un comprimé, elle est de 2 fois ça. Donc c'est de 2,4 10 moins 3 mol. Maintenant, on n'a pas toutes les informations encore. Là, pour l'instant, je suis sur une quantité de matière. Ce qu'on me demande, c'est la masse. Alors, la masse, c'est pas compliqué. On sait que petit m est égal à petit m fois grand M. 2,4 10 moins 3 fois 176, la masse molaire m'est donnée. Alors, ici, histoire de pouvoir répondre correctement, je vois la chose suivante. C'est des approximations, mais vous allez voir que de toute façon, vu le résultat final, je n'ai pas d'aide au calcul et il faut que je m'en sorte. Je me dis que 2,4 10 moins 3, c'est environ égal à 0,25 10 moins 4. Fois 176, je me dis que c'est 180. Du coup, ça me ferait un quart fois 180 fois 10 puissance moins 4. 180 divisé par 2, ça fait 90. Divisé encore par 2, ça fait 45. Hop. Ici, c'est pas 10 moins 3, c'est 0,25, 10 moins 2. Voilà. Hop. Excusez-moi. Donc, 45. 10 moins 2 grammes, ça me fait 450 milligrammes. Donc, elle est bien supérieure à 250, donc c'est bien vrai. Je vous laisse, on va regarder la question D ensemble. Hop. Parmi les 4 stéréoisomères de configuration d'acide ascorbique A et C,
de l'acide ascorbique dont l'un, pardon, parmi les cas stéréoisomères et configurations de l'acide ascorbique, A et C sont diastéréoisomères. Alors, on va prendre juste A et C, je vais juste focaliser sur la partie qui m'intéresse, hein, pour gagner un peu de temps. Paf, paf. Ici même. Tac, 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 tac. D'accord. D'accord. Voilà, etc. Hein, ici, c'est etc. Donc ça c'est A et C. Voilà. Hop. H. H. Hop. H. Hop. Etc. aussi. Hein, d'accord. Qu'est-ce que je remarque, c'est que ici j'ai un acide asymétrique, un carbone asymétrique, un carbone asymétrique, forcément la même chose ici. Je peux remarquer que la configuration de ce carbone asymétrique n'a pas été modifiée. Du coup, on est bien dans le cas d'une diastéréoisomérie. On va passer à l'exercice 11. Je vous laisse tranquillement le temps de le regarder. Avant le volume équivalent, l'une des raisons expliquant la diminution de la conductivité du mélange est la formation de précipités de chlorure d'argent AgCl. Alors pour la A, c'est bien vrai. Hein, si on a une diminution, c'est bien la formation de AgCl. En fait, tout simplement, on a la formation du précipité AgCl. Du coup, je vais avoir une perte d'Ag+, donc je vais avoir bien moins de conductivité. Petit b, le volume équivalent de ce dosage est environ égal à 16 ml. Alors ça, c'est facile à voir. Le volume équivalent dans ce cas-là correspond à l'endroit où j'ai le pic. Hein, donc, il correspond bien à 16 ml. Donc, c'est vrai. La conductivité du mélange croît après le volume équivalent car il y a de plus en plus d'ions chlorure dans le mélange. Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'ions chlorure? Non. C'est Ag qui est en excès. Hein, donc, il n'y a pas de plus en plus d'ions chlorure. Donc, c'est faux. Hein, rien qu'à partir du fait que, comme c'est Ag qui est en excès, il n'y a pas de plus en plus d'ions chlorure. C'est pas là où c'est Ag qui va commencer à revenir. Un dosage pH métrique peut être utilisé pour déterminer la concentration molaire en ions chlorure. Eh bien, c'est totalement faux, parce que ce n'est pas acide-base. Hein, il faudrait que ce soit une réaction acide-base. Or là, ce n'est pas le cas, donc c'est faux. Exercice 12. L'utilisation du montage à reflux permet de dire que cette réaction n'est pas totale. Alors, absolument pas. Hein, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas totale qu'on utilise un montage à reflux. C'est simplement un facteur cinétique. Donc, c'est un facteur cinétique. Donc, c'est faux. Ça ne permet pas de dire qu'elle n'est pas totale. C'est juste pour aller plus vite. La phase organique dans l'ampoule à décanter se trouve au-dessus. Alors, qu'allons-nous avoir dans l'ampoule à décanter? Tout simplement, effectivement, on va bien avoir la phase organique parce que c'est celle qui est de densité la plus faible. Donc, c'est bien vrai. Là, c'est. L'eau salée facilite la séparation entre les deux phases. Tout à fait. Alors, même si entre solubilité dans l'eau et l'eau salée, on passe de faible à nul, effectivement, on passe de faible à nul. Donc, c'est bien vrai. Le rendement de cette transformation chimique est égal à 50%. Alors, on va regarder ça. Alors, la quantité de matière d'acide, N-acide, c'est égal à 18 sur 60, c'est-à-dire 0,3 mol.
Hein, si vous ne voyez pas d'où je tiens ça, ben on sait que petit m est égal à petit n fois grand M. Donc, petit n est égal à petit m sur grand M. Hein, j'ai 18 grammes et la masse molaire est de 60 grammes par mol. La quantité, donc là, c'est des 0,3 mol. La quantité en alcool, je vais vous l'écrire ça, ici, pardon, c'est égal à 10,8 sur 108. Pour exactement la même raison que ici même, hein, 10,8 sur 108, ça fait donc 0,1 mol. Ils réagissent avec des coefficients stoichiométriques égaux, donc le limitant, ça va être l'alcool. Jusque-là, vous suivez, je pense. Donc au maximum, on va créer combien? On va créer au maximum 0,1 mol d'alcool. Hein, étant donné que mon limitant, c'est l'alcool à 0,1 mol. Donc, j'ai au maximum, je vais créer, donc c'est de l'ester, hein, je vais créer N ester max est égal à 0,1 mol. Du coup, par rapport aux données qui me sont données, vu la masse molaire de l'ester, etc., la masse d'ester max, c'est la quantité de matière fois grand M, c'est égal à 0,1 mol fois 150. Ça fait donc 15. Au maximum, j'en aurais eu 15 grammes. En réalité, j'en ai eu 7,5, hein, si je dis ce qui est marqué. Donc, du coup, j'ai bien un rendement, masse ester réelle sur masse ester max. Ça fait donc 7,5 sur 15, ça fait 1,5, ça fait 0,5, ça fait donc bien un rendement à 50%. Donc, c'est bien vrai. On continue, on est à l'exercice 13. La flèche courbe correspond au déplacement d'un doublet d'électrons. C'est du court, ça vous le savez, c'est vrai. Hein, c'est comme ça que ça se symbolise. L'ion hydrogène est ainsi donneur de doublet d'électrons. Alors c'est faux. H+, il est en déficit d'électrons. Le mécanisme suivant permet d'expliquer la réaction de substitution. Alors, c'est faux. Hein, c'est pas du tout comme ça qu'elle se passe, hein, la réaction. On vous proposait... Hop, voilà, je vais vous marquer. Enfin, je ne vais pas vous marquer ce qu'on vous proposait, je vais vous montrer comment ça se passe. Hop. En fait, l'électron va venir ici. Et le carbone va... Voilà. L'atome lié au brome est ainsi donneur de doublet d'électrons. C'est pareil. C'est totalement faux. Exercice 14. Alors, c'est peut-être des parties que vous n'avez pas forcément faites. Voilà, après, les réactions de substitution, etc. Alors, est-ce que le bilan de cette synthèse est une réaction de substitution? Alors, c'est bien vrai. On a bien un groupe qui vient se substituer à un autre. D'accord? Donc ça, je vous invite éventuellement, si vous ne les avez pas vus, il faut prendre des exemples assez simples. Hein. Une substitution, je prends un exemple qui existe pour éviter de faire des bêtises. Hein. Hop, tac, tac, tac. Voilà une réaction de substitution. Tac, tac, tac. Voilà. En fait, le OH- est venu se substituer à l'or. Et si c'est exactement ce qui se passe dans notre cas, on a bien une substitution. Donc c'est bien vrai. L'atome d'oxygène désigné par la flèche ci-dessous est un site accepteur de doublet d'électrons. Alors c'est complètement faux. Hein. L'oxygène, hop, hop, il a déjà des doublets d'électrons, il est plutôt donneur d'électrons. Donc c'est faux.
Petit c. La réaction est une réaction d'addition. Effectivement, c'est bien le cas. On a deux molécules A plus B qui vont s'additionner pour donner une molécule C. Hein, eh bien, on a bien une réaction d'addition. Donc, c'est bien vrai. La seconde étape de la synthèse est une réaction acido-basique. C'est bien vrai. En fait, si c'est une réaction acido-basique, hein, on a deux grands types de réactions. Et dans les deux grands types, c'est acido-basique, c'est tout simplement l'échange d'un proton H+. On a bien un échange d'H+, donc c'est vrai. On est à la question 15. Alors, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. C'est un exercice un peu plus pratique. Les deux derniers sont plus pratiques, sont beaucoup moins théoriques. C'est d'ailleurs même des exercices, pour le cas, c'est des choses qui sont vraiment utilisées dans le domaine professionnel. La réfraction est le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse une surface séparant de deux milieux transparents d'indices différents. Alors ça, on ne va pas y passer des heures. C'est tout simplement la définition de cette réfraction. Le jus B est plus sucré que le jus A. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que je peux remarquer concernant le jus B et le jus A? Alors, on voit que N de B est supérieur à NA. Hein, ça m'est donné dans le document 3. D'accord? NB est supérieur à NA. Donc, il est plus sucré, tout simplement. Donc, c'est vrai. Le raisin du jus A est mûr. Alors, regardons ce qui nous a été donné. On sait que le raisin il est mûr si on a 0,6 mol par litre. Ça, c'est ce qui nous est donné dans le sujet. Hein. Lorsque la concentration en saccharose dépasse 6-10-1 mol par litre de jus de raisin. 0,6 mol par litre, hein, ça correspond donc à la concentration massique. C'est la concentration molaire fois grand M, hein, d'accord? C'est égal à ce fameux 0,6 fois grand M, la masse molaire du saccharose, pardon, 342. Donc ça correspond à 205 grammes par litre. Alors la palette de calcul, hein, ça se fait ce calcul-là. 0,6 fois 342, ça se fait plutôt 6, 10-1 fois 342. On le retrouve, ça se fait. Donc, ça va en faire environ 205 grammes par litre. Si jamais j'ai 205 grammes par litre, il faut donc que j'ai un indice, d'après la lecture graphique du document 2, 205 grammes par litre, ça correspond à environ N à 1370. Enfin, pardon, 1,370. Ça me permet donc de dire que mon raisin A n'est pas mûr. Et on va regarder la dernière question. Donc c'est faux hein, pour la C, la question D. Le jus B est un jus qui a un degré d'alcool supérieur à 12,5 degrés. Alors regardons ce qu'il en est. Donc la petite D. Le jus B, on a donc un indice à 380. Donc si je regarde ce que ça donne, ça me fait une concentration massique égale à 250 grammes par litre. Or, il a été marqué dans le sujet qu'il faut 18 grammes de sucre par litre pour obtenir un degré d'alcool. Donc 250 divisé par 18, ça me fait 14 degrés. Donc il a bien un degré d'alcool supérieur à 10,5, donc c'est vrai. Et on va terminer avec l'exercice 16. Alors, c'est beaucoup de blabla dans cet exercice 16. Il est un peu plus complexe d'approche. Après,
Ce qui vous est demandé en termes de connaissances de cours, ce n'est pas non plus ultra difficile. Alors, c'est parti sur l'exercice 16. Pour être qualifié d'acide, un lac de volume V doit contenir au minimum 5 millions de mol d'ion oxonium H3O+. Alors, on va regarder ça. Hop, petit A. Imaginons donc que ce lac contienne 5 puissance 6 mol d'ion oxonium. On a donc une concentration qui est égale à la quantité de matière sur le volume. C'est donc 5 10 puissance 6, hein, 5 millions. Et le volume de mon lac, il est de combien? Alors, le volume, il est de, c'est marqué dans le sujet, il est de 500 millions de mètres cubes. « 500 millions », ça c'est pour les 500 millions de mètres cubes. Mais c'est des mètres cubes. Moi, il faut que je les transforme en litres. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, fois 10 puissance 3 en euros. Donc, ben, là, écrit ainsi, ça se voit bien. Donc, ça fait 5 sur 500, 10 puissance 3. D'accord. Ça fait 5, comme ça, vous allez voir où j'en arrive, 5, 10 puissance 5. Ça fait 10 puissance moins 5. Or, on sait que pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Donc, c'est égal à moins log de 10 puissance moins 5 est égal à 5. Donc, si jamais je pars de l'hypothèse de 5 millions de mol, j'ai un pH égal à 5. Donc, dans ce cas-là, mon lac est bien considéré comme acide. Donc, c'est vrai. Petit b. L'ion carbonate, CO3 de moins, est une espèce amphotère. Alors, amphotère, c'est une espèce qui peut jouer le rôle d'acide et de base. D'après les données qui me sont données, CO3 de moins, ce n'est pas lui qui est amphotère. Celui qui est amphotère, c'est HCO3 moins. Et effectivement, CO3 de moins apparaît dans un couple où une des espèces est amphotère, mais ça ne le fait pas pour autant amphotère lui. Donc c'est HCO3 moins qui est amphotère, donc la réponse est faux. Petit c. Alors c'est la petit c qui demande un peu de grattage, hein, de devoir un peu réfléchir, de devoir un peu gratter pour pouvoir s'en sortir. Pour obtenir un pH final à 6 dans l'eau d'un lac de volume V, le pH initial égal à 5, et il faut y déverser environ 23 tonnes de carbonate de calcium. Alors, on va regarder tout ça. On me dit quoi? On me dit que le pH initial est égal à 5. Donc la concentration en H3O+ initiale est égale à 10 puissance moins 5 mol par litre. Hein, je vous rappelle que la concentration en H3O+, c'est 10 puissance moins le pH. Donc, on a vu tout à l'heure hein, que le pH égale à 5, ça veut dire que la quantité en H3O+, on l'a vu tout à l'heure, hein, CF là A, c'est égal à 5 millions de mol. Donc 5 10 puissance 6 mol. Et bien on retrouve avec C est égal à N sur V. On veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut un pH égal à 6. C'est-à-dire que l'on veut, c'est là où il va bien falloir faire attention à ce qu'on fait, on veut une concentration en H3O+ finale égale à 10 puissance moins 6 mol par litre. Le volume du lac ne va pas changer. Hein, là-dessus, on ne va pas modifier le volume du lac. Donc, je veux que la quantité finale de NH3O+, finale, donc ici je vais rajouter initiale, hein, on veut qu'elle soit égale à quoi? Ben, 10 moins 6, la concentration, fois le volume. Hein, on sait que C est égal à N sur V, donc Vn est égal à C fois V. Donc on veut que la concentration d'H3O+ finale soit égale à 10 puissance moins 6, soit 510 puissance 9. Je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, 500 millions, donc 510 puissance 6, et comme c'est des mètres cubes, ça fait 10 puissance 9 pour le passer en litres.
Donc, on veut une quantité finale d'H3O+ égale à 5 10 puissance 5 mol. Il ne faut pas se faire avoir. 5 10 puissance 5 mol, c'est égal à 0,5 10 puissance 6 mol. En gros, si je peux m'exprimer ainsi, il faut faire disparaître 5 moins 0,5, 4,5 10 puissance 6 mol de H3O+. Donc, il faut que N de H3O+ consommé c'est égal à N H3O+ initial moins N de H3O+ final. C'est donc égal à 4,5 10 puissance 6 mol. Donc la concentration de H3O+ consommée soit de 4,5 10 puissance moins 6 mol. D'après l'équation, on trouve que pour, dans ce cas-là, il faut que N de CaCO3 apporté soit égal à 2,25 10 puissance 6 mol. Pourquoi la moitié? Parce que le coefficient stoichiométrique de H3O+ est de 2. Donc 2,25 10 puissance moins 6 mol, ça me fait une masse de CaOCO3 2,25 fois la masse molaire de CaCO3. Par contre là, si j'oublie mon 10 puissance 6, ça va me changer pas mal la donne. Voilà. Donc ça fait 2,25 fois la masse molaire qui nous est donnée de 100. Donc ça va faire... Allez, je vais prendre le temps d'écrire correctement. 2,25 10 puissance 6 fois 100. Ça fait donc 225 10 puissance 6 grammes, soit 225 10 puissance 3 kilogrammes, soit 225 tonnes. Donc, il faut apporter 225 tonnes, il faut y verser 225 tonnes de CaCO3. Donc, c'est complètement faux, hein, eux, ils proposaient 25. L'AD, une fois qu'on en est arrivé là, donc l'AC, c'est faux, hein, si jamais vous ne l'avez pas bien entendu, c'est faux. L'AD, une fois qu'on en est arrivé là, est assez simple, un peu de soulagement pour finir. On nous dit simplement qu'une tonne coûte un certain prix, 1200 €. Voilà. Donc l'AD, on sait qu'il nous faut 225 tonnes. On sait qu'une tonne, c'est égal à 1200 €. Combien cela va nous coûter? On fait 225 fois 1200. Alors déjà, sans m'embêter, je peux voir que... voilà, donc je vois que le calcul n'est pas forcément évident. Je suis en fin de sujet, je peux fatiguer. Déjà, je vais regarder avec 1000. 225 fois 1000, ça ferait 225 000 €. On me propose... dépasse les 200 000 €, oui, parce que déjà, si je réduis le prix, c'est encore au-dessus. Donc, c'est bien vrai. Hein. Vous avez vu, pas besoin forcément de trouver la vraie bonne réponse. Le tout, c'est de savoir, là, je ne vais pas faire d'erreur. Hein, si jamais le prix est moins cher, ça fait toujours plus que 200 000. Donc, c'est pas très forcément, le prix étant plus cher, ça sera largement plus que 200 000. Donc, voilà, vous avez la correction du sujet 0 de physique chimie, de puissance alpha chimie. Excusez-moi, je ne devrais plus m'exprimer sous la forme physique. Hein, n'hésitez pas justement à consulter les annales des précédents concours puissance 11, puissance alpha, physique, qui sont tous en fait du même type. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur concours.com. Je vais faire juste un calcul pour Sébastien, pour Jonathan. Faites gaffe, parce que je pense que là, vous êtes en live encore. Ouais. Si vous ne trouvez pas, ça ne s'arrête pas.